Vent de colère en Outre-mer. Ce sera sur France 3. Je suis avec un des deux réalisateurs justement de ce documentaire, Jean-Marie Montali. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, grand reporter, et vous allez nous parler d'une situation. Vous êtes allé à la rencontre justement des personnalités sur un phénomène qui se passe en Outre-mer, qui est le vote des extrêmes. Au premier tour des présidentielles, on a Jean-Luc Mélenchon qui cartonne. Au second tour, une Marine Le Pen qui cartonne, donc complètement à l'opposé, normalement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça, justement, de ce phénomène, du pourquoi, s'il y a une réponse? Alors, il y a beaucoup de réponses, et puis il y a plusieurs réponses. Je ne sais pas s'il y a une explication intelligente, mais en tout cas, il y a plusieurs indices. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce vote aux extrêmes, c'est une première. Depuis 1946, depuis la loi de départementalisation, ce qu'on appelle les vieilles colonies, deviennent alors des départements, et depuis lors ont toujours été assez légitimistes, donnent plutôt une prime aux sortants. On vote pour le président sortant, ou on vote en tout cas pour les partis de gouvernement. Mhm. Probablement parce qu'il y a des arrangements pas toujours. En tout cas, il y a des arrangements peut-être douteux avec les réseaux politiques sur place, hein. Vous savez, on a parlé des réseaux de Mitterrand, on a parlé de la Chiraki des Tropiques, etc. Mais enfin, on s'est toujours contenté de ça. Les Outre-mer ont toujours voté, à peu près comme le président sortant ou pour les partis de gouvernement. Jusqu'à la dernière élection présidentielle, où en effet, d'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est un taux d'abstention record. La plupart des électeurs ont boudé les urnes, ne se sont pas déplacés. Plus de 60% des électeurs ultramarins n'ont pas voté. Et ceux qui l'ont fait ont voté aux extrêmes. Ont voté Mélenchon au premier tour et ont voté Marine Le Pen au deuxième tour. Alors vous voyez qu'il y a quand même un fossé entre les deux. Alors est-ce que c'est un vote idéologique? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une adhésion idéologique des héritiers d'Aimé Césaire, de Chamoiseau, de Cassave, vis-à-vis de l'héritière de l'extrême droite française, qui est l'héritière d'un parti qui est né de la pensée coloniale, hein, sont les anciens Mhm. d'Algérie française, et qui a une vision assez ethniciste de la société, ou en tout cas qui avait une vision ethniciste de la société, c'est-à-dire pour qui être français, c'était d'abord être blanc. Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je ne pense pas que ce soit un vote d'adhésion, même si, quand on va dans le détail, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'on sait que Marine Le Pen fait de la politique, fait bien de la politique, le fait de façon moins tapageuse que son père, et qu'elle a adapté son discours à chaque territoire. À La Réunion, aux Antilles, elle parle de l'inflation, de la vie chère, elle parle de la crise sanitaire. À Mayotte, elle se présente comme la championne contre l'immigration clandestine qui arrive d'Afrique de l'Est, notamment des Comores et de l'île d'Anjouan. Mhm. Et en Guyane, elle se présente comme la championne de la lutte contre la criminalité. Vous savez que la Guyane est gangrénée par le trafic de drogue. Mhm. Il y a ça. L'autre chose aussi, donc il y a une certaine forme d'adhésion, en tout cas, à un discours de Marine Le Pen. L'autre chose aussi, c'est que les ultramarins, les ultramarins se sentent des Français en marge de la République, à la périphérie de la République. Tous m'ont dit, quel que soit le territoire où on est allé avec l'autre Stéphane Cros, tous nous disaient, nous ne sommes pas des Français à part entière, mais des Français entièrement à part. Et les ultramarins, en fait, sont fatigués des décennies de promesses non tenues ou mal tenues, de reculades, de cette mise à l'écart, de scandales. Alors, le scandale sanitaire, il y a évidemment la crise du Covid, la façon dont le Covid a été traité, mais il y a aussi le chlordécone aux Antilles. Donc tout ça, ça laisse de mauvais souvenirs. Et Macron, qui avait placé en 2017 sa candidature sous le signe de la rupture, vous savez, en métropole, mais aussi aux Mhm. Outre-mer, en finir avec l'esprit colonial, le racisme, etc. On allait voir ce qu'on allait voir, finalement on a vu, rien n'a changé, c'est toujours la même chose aux Outre-mer, mais Macron est aussi l'héritier de décennies de politique comme ça, un petit peu, où on méprise les Outre-mer, donc c'est surtout un vote sanction. C'est un vote vraiment de colère contre la politique gouvernementale et contre la métropole. Mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais, à part pendant les élections présidentielles. On voit tout le monde se déplacer, ou alors dès qu'il y a une crise vraiment très très grave, et encore ils ne se déplacent pas forcément au bon endroit pour éviter peut-être les casseroles, j'ai envie de dire, même si je ne parle pas des casserolades, mais en général, hein, de ce qui peut se passer, des vérités qu'on peut leur asséner. Mais c'est vrai que c'est des départements dont on ne parle jamais, on a l'impression que c'est pas en France. Alors, c'est justement ce que nous reprochent, c'est ce que reprochent les ultramarins, Mhm. en tout cas de métropole,
c'est d'être considérés uniquement en période électorale comme des réservoirs de C'est voix. ça. Alors on y va, on fait quelques belles déclarations d'intention qui n'engagent que ceux qui les croient. On balance une poignée de promesses, on a de jolis mots, et puis on repart et on revient jamais, et il ne se passe rien. Vous savez qu'à la Martinique, on parle de la vie chère. D'abord, le taux de pauvreté dans les territoires d'outre-mer, jusqu'à 57%. Le taux de pauvreté en Guyane, à Mayotte, sont les 2 départements les plus pauvres. Dans les Antilles, on parle de la vie chère. Les produits alimentaires, les produits de première nécessité sont jusqu'à 30% plus chers. Mais les salaires sont moins élevés. Il y a des milliers d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Il y a des milliers de diplômés, de jeunes diplômés qui sont brillants, mais qui n'ont pas d'avenir. L'avenir aux Antilles, à la Martinique, à la Guadeloupe, l'avenir est sans avenir. Alors on vient au moment des campagnes électorales avec des promesses, on ne les tient pas, on repart et on revient 5 ans plus tard. Donc c'est ce qu'on reproche, oui, en effet, au gouvernement. D'autant que vous savez, quand même, les Outre-mer, on les traite assez mal, y compris nous dans la presse. On parle tout le temps des Outre-mer quand il y a des crises. C'est vrai. On parle tout le temps. Voilà. Or qu'en réalité, bon, les Outre-mer, il n'y a pas que des crises. D'autre part, et vous savez, il y a toujours des esprits un peu mal tournés qui nous disent mais combien ça coûte? Combien nous coûtent les Outre-mer? Est-ce qu'on se pose la même question sur la Creuse? Est-ce qu'on se pose la même question sur le Haut-Rhin, le Jura ou n'importe quel autre département? Mais en tout cas, il y a une réponse. L'État alloue plus d'argent par habitant à Paris que dans les Outre-mer. Donc les Outre-mer, finalement, ne coûtent pas plus cher que d'autres départements français. Ce sont des départements français à part entière, c'est une chose. Et d'autre part, ils nous assurent, mine de rien, nous sommes présents, la France est présente en Amérique du Sud, est présente en Afrique, est présente dans le Pacifique. Nous sommes la 2e surface maritime. C'est-à-dire que sans les Outre-mer, la France ne serait qu'un hexagone. Effectivement, effectivement. Donc vous êtes allé justement enquêter, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas? Qu'est-ce qu'on va voir justement, enfin sans tout dévoiler non plus, hein, mais à la télé ce soir? Alors, on nous dit cette colère, justement, ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être relégué en marge de la République, d'être au bout du monde, d'être complètement oublié. Mais il y a une chose qui m'a frappé, si vous voulez, c'est qu'il y a une radicalisation du discours, c'est vrai. Je connais un petit peu les Outre-mer pour y avoir fait d'autres films, d'autres voyages. Et ce qui m'a frappé là, c'est non seulement la radicalisation du discours, mais aussi la radicalisation du comportement. Et ce qui m'a vraiment frappé, ce qui nous a frappé avec Stéphane Cross, et j'en ai parlé avec François Fèvre, aussi le producteur de Camera One, qui connaît parfaitement les Outre-mer, c'est que j'y ai vu, par exemple, un racisme que je ne connaissais pas. Alors, un racisme anti-blanc, hein, puisque, bon, on le sait, à la Martinique, il y a des béquets qui tiennent l'économie. Un racisme anti-noir, mais j'ai vu aussi un racisme des Martiniquais vis-à-vis des Martiniquais, des Antillais, mais c'est vrai partout ailleurs, vis-à-vis des populations immigrées. J'ai vu des tags contre les Haïtiens à la Martinique. Mayotte, j'en parle pas, hein, vis-à-vis des Comores, on le sait, mais c'est la même chose en Guyane, où il y a un racisme contre l'immigration d'Amérique du Sud. C'est vrai à La Réunion, où on a annoncé, il y a quelques semaines, on annonçait l'arrivée de 200 ou 300 immigrés sri-lankais, hein, des boat people sri-lankais. La Réunion avait l'impression, les Réunionnais, de souche, si on peut dire, avaient l'impression d'être submergés par une immigration. Donc il y a vraiment une radicalisation des comportements et du discours. Finalement, est-ce que c'est pas général, même ici, en métropole, parce que on voit bien qu'ici aussi, en 2027, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, ce qui est certain, c'est que d'abord, Marine Le Pen a réussi son opération de ripollinage du Front National. C'est plus le diable, avec Marine Le Pen fait vraiment bien de la politique, le diable devient fréquentable. Et ensuite, on dit, la réaction, si vous voulez, les gens qui assumaient, hein, nous disaient, moi j'ai voté Mélenchon au premier tour, j'ai voté Marine Le Pen au deuxième tour, l'assumaient, le disaient franchement. Je pense qu'il y a quelques années, les gens qui votaient Front National ou Jean-Marie Le Pen ne s'en vantaient pas forcément. Et en fait, l'argument principal, c'est celui qu'on entend ici en métropole, c'est de toute façon, on a tout essayé, rien ne marche, alors on peut essayer ça. En fait, c'est un vote de colère, en tout cas en ce qui concerne l'outre-mer, les départements d'outre-mer, c'est à la fois un vote sanction de rejet du gouvernement de Macron,
et aussi un vote de désespoir. Et peut-être que ce vote de désespoir, cette notion de désespoir, c'est ce qu'on retrouve chez les électeurs métropolitains qui ont voté pour ce qu'on appelle les extrêmes, à tort ou à raison. Mhm. Est-ce que c'est pas aussi, quand on voit Emmanuel Macron, je vais vraiment juger sans le côté du parti, mais on voit quelqu'un qui essaie de pas trop déborder, on a l'impression, bon c'était un banquier avant, on a l'impression justement de ce politique un peu langue de bois, qui va dire ce qu'on a envie d'entendre, qui va aller faire un peu le commercial, et ce qu'on ne retrouve pas forcément chez Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, qui vont parler plutôt... Alors après, ils sont dans le système depuis toujours, mais enfin depuis qu'ils font de la politique, et depuis très longtemps. En tout cas, je crois même que j'étais pas né. Mais ce côté plus naturel, je mets des guillemets, hein, bon, à la radio, vous le verrez pas, mais en vidéo, oui. Ce côté d'être un peu plus peuple. Je parle avec le peuple et je me comporte un peu pareil. Alors, je ne suis pas complètement d'accord. Un petit peu, mais pas complètement. Quand vous dites... alors c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont un discours, ont le discours adapté aux situations de chaque territoire. Je parle des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer. Savent très bien faire, c'est populiste ou pas, peu importe, on n'a pas à le juger. En tout cas, ils savent très bien faire. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites finalement Macron, qui est dans une langue de bois, navigue, ancien banquier, etc., fait plus de la démagogie. Bon, vous savez, quand il a voyagé quand même pas mal, il est allé en Outre-mer, il est notamment allé en Guyane quand il y a eu des problèmes, et il avait un discours très ferme. Il avait au contraire le discours opposé de ce qu'espéraient entendre les ultramarins. Il est arrivé en Guyane, les Guyanais espéraient des mesures, de l'aide, etc. Et Macron est arrivé, s'est pris tout le monde de front en disant bon, bah, moi je suis pas le Père Noël, je suis pas venu je suis pas venu apporter des cadeaux, je suis pas le Père Noël. Donc c'est pas du tout ce que les ultramarins avaient envie d'entendre. Pendant à la Martinique et à la Guadeloupe et dans les Antilles en général, on a très mal vécu la façon dont a été gérée la crise Covid, mais on a surtout très 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 mal vécu l'obligation vaccinale. Il a eu des mots très durs. Il n'a pas pris, il n'a pas du tout pris de gants. Et d'ailleurs, c'est une maladresse qu'on connaît aussi. Parfois, il a quand même des phrases qui heurtent. C'est vrai. Voilà. Donc là, il n'a pas pris de gants en particulier en Outre-mer. Mais il a déçu parce qu'il s'était vraiment placé en 2017, premier quinquennat, il s'était vraiment placé sous le signe de la rupture. Il voulait en finir avec cet esprit postcolonial, avec le politiquement correct, il voulait qu'on assume notre passé commun qui reposait sur quand même la colonisation, l'esclavagisme, etc. Tout ça, c'était des belles promesses. Il voulait venir évidemment sur la vie chère, l'égalité, et puis il ne s'est rien passé. Oui, donc rien n'a changé en réalité avec Emmanuel Macron. Non, non. Puis alors, en plus, Emmanuel Macron, en dehors de ses maladresses et en dehors du fait qu'il n'ait probablement pas fait assez pour les Outre-mer, il a quand même eu la malchance d'hériter de décennies de politique gouvernementale qui se foutaient complètement, ou pas complètement, mais en tout cas très largement des Outre-mer, de leurs particularités, de leurs envies et de leurs besoins. Et puis en plus, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu quand même la pandémie. Et justement, est-ce qu'il y a un avant et après pandémie? Quelque part, vous avez déjà répondu à cette question, mais là-bas, justement, en Outre-mer, aujourd'hui, on en est totalement sorti ou pas? De la pandémie? Ouais, enfin, pas de la pandémie, mais en tout cas, là-bas, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu une amélioration de l'hôpital? Est-ce qu'il y a eu ces choses-là, plus de médecins? Non, ça c'est dramatique, si vous voulez. Ouais. La Martinique, par exemple. Alors d'abord, il y a pas une... La situation de la pandémie à la Martinique, elle est comme ici, elle est comme n'importe où ailleurs, donc il y a eu une amélioration. En revanche, il y a une méfiance abyssale vis-à-vis de ce qui vient de la métropole dès qu'on parle de santé. Parce qu'on parle du vaccin, évidemment, mais à la Martinique et à la Guadeloupe, on souffre encore, des gens souffrent de cancer et meurent des suites du chlordécone. Vous savez, c'est ce pesticide qui a été interdit dans le monde entier, mais qu'on a continué à vendre à la Martinique et on a complètement imprégné les sols. Donc tout est pollué par le chlordécone, l'eau, les nappes phréatiques sont polluées, les légumes, les fruits, etc. Tout ça, c'est complètement pollué. Donc on se méfie complètement
de ce qui vient de la métropole dès qu'on parle de santé publique. Ensuite, les hôpitaux à la Martinique. Alors, il y a les autos dans les grandes villes qui sont des espèces de façades et de vitrines, tout va très bien. Mais dès qu'on sort de là, l'hôpital est en ruine. L'hôpital est en ruine. On est entré, nous, dans quelques hôpitaux où on a filmé en caméra cachée. Il y a des moisissures. Enfin, tout est vraiment en très, très, très mauvais état. Et c'est d'autant plus grave que c'est une population vieillissante. C'est-à-dire que le taux de natalité aujourd'hui à la Martinique n'assure pas le renouvellement de la population et les plus jeunes émigrent, filent vers la métropole ou ailleurs. Ça veut dire que d'ici quelques années, l'immense majorité de la population martiniquaise aura plus de 60 ans, c'est-à-dire des gens qui auront besoin de soins et les soins ne sont pas adaptés à la Martinique. Donc rien ne s'améliore. Est-ce que vous pensez que ça va, j'aime pas l'expression, mais exploser? Est-ce qu'à tout moment, ça peut péter, en dehors des élections, parce qu'il reste encore 4 ans? Oui, je pense que ça peut péter. D'abord, on voit le résultat. Vous savez, quand même, quand l'outre-mer vote à 60% à peu près pour Marine Le Pen, il faudrait quand même qu'on s'inquiète. Ça prouve quand même qu'il y a un malaise. Ensuite, ça pète assez régulièrement. Et puis ensuite, quand on a tourné, nous, on a vu quand même pas mal de gens nous parler d'autonomie, d'indépendance. Il y a un fossé entre la métropole et les outre-mer, et j'ai l'impression qu'on est en train de le creuser davantage. C'est-à-dire que on parlait plus beaucoup d'indépendantisme aux Antilles. Là, des gens m'en ont parlé en disant il est temps que la Martinique, que la Guadeloupe prennent leur avenir en main. Merci d'avoir été avec nous donc ce soir sur France 3. Bien évidemment, il y aura les replays partout, France Télévisions. N'hésitez pas à aller consulter. D'autres projets là en cours? Ah oui, d'autres projets qui n'ont rien à de films et de livres, oui, Ouais. Enfin, un film qui ne nous éloigne pas, qui se passera en Guyane, donc ça ne nous éloigne pas des Outre-mer. Et les autres livres et films n'ont rien à voir avec ce sujet-là. D'accord. On reviendra plus sur la spécialité qui n'est pas celle-là. D'accord. Vous viendrez nous en parler sur Radio Occitanie dans l'émission Fausse Lutte. Avec plaisir. Jean-Marie Montali, merci d'avoir été avec nous. Donc, Vente de colère en Outre-mer ce soir sur France 3 et retrouvé sur les plateformes après diffusion. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Occitanie et à très vite pour de nouvelles actualités. Merci.